3 invités avec nous chaque soir pour décrypter les mouvements de la planète marché. Gilles Bazissière est avec nous, le président d'Equity GPS. Bonsoir Gilles. Bonsoir Gilles. Merci d'être là. Merci à Sébastien Lalvé de nous accompagner également. Bonsoir Sébastien. Bonsoir. Directeur général de la financière Arbevel, et à nos côtés également Xavier Chapard. Bonsoir Xavier. Bonsoir Grégoire. Ravi de vous retrouver. Vous êtes stratégiste de la Banque Postale Asset Management. Commençons avec la séquence Banque Centrale qui appelle évidemment quelques commentaires. Xavier, balance des risques autour de l'idée d'une pause de la Réserve fédérale américaine, avantages, inconvénients, qu'est-ce qu'on peut dire à ce stade? Ça oblige forcément à se poser la question de où est l'économie américaine aujourd'hui dans son voyage vers le soft landing / la récession, et comment est-ce que vous tranchez cette question dans la perspective du meeting de demain et d'après-demain? Alors, les dernières données économiques, elles sont très difficilement lisibles. On a eu des bonnes nouvelles sur les créations d'emplois, sur les jobs vacants, ça d'accord, mais il y a quand même des enquêtes qui sont un peu moins bonnes, notamment l'ISM Service qui a beaucoup ralenti au mois de mai. Sur l'inflation, on a toujours eu des surprises positives, mais on a le chiffre demain qui devrait monter au moins un ralentissement en mai de l'inflation. Du coup, bon an, mal an, je pense que le scénario central, ça reste une pause. Au mois, cette semaine, après 10 hausses consécutives, 500 points de base de hausse, donc une pause, mais on pense que, alors déjà, une hausse est quand même possible. On a eu pas mal de membres de la Fed qui ont plutôt plaidé pour des hausses supplémentaires, et du coup, ça devrait pousser Powell à dire que c'est bien une pause et pas un pivot, et donc que le risque de hausse supplémentaire existe toujours. On va regarder de très près le dot plot, donc là où les membres de la Fed voit le taux à la fin de l'année, et il y a des bonnes chances qu'en fait le dot plot passe de 5,1 à 5,3%, et donc indique que la Fed n'en a peut-être pas fini avec les hausses de taux. Est-ce que faire une pause ce mois-ci, cette semaine, est-ce que c'est prendre le risque de devoir en faire peut-être encore plus le coup d'après ou les suivants? C'est un peu le schéma que développe un Larry Summers qui dit faites une pause en juin, peut-être que le 26 juillet vous retrouverez confronté à une décision qui sera de faire ou 25, voire 50. Quand on regarde les données économiques, la trajectoire de l'inflation, notamment, vous le dites, on va passer de 5 à 4 pour dire les choses. Le mois prochain, on passera peut-être de 4 à 3,5. Si je regarde un peu les prévisions qu'on peut avoir là sur les 2 prochains mois en matière d'inflation aux États-Unis, est-ce que c'est... Et en fin d'année, peut-être 2,5% pour l'inflation américaine globale? Alors ça, j'y crois pas du tout. Alors ça, vous y croyez pas. Donc ça veut dire que 3,5, ça va déjà être un enjeu à gérer pour la Réserve fédérale américaine, quoi. Ouais, déjà maintenir vers entre 3 et 4 jusqu'à la fin de l'année, ça va être compliqué. D'accord. Mais en même temps, c'est après l'été en fait qu'on va savoir. Ah oui. Donc c'est pour ça que je pense qu'ils peuvent faire une pause en juin sans remettre en cause leur crédibilité, parce que ça serait accompagné de prévisions plus élevées et d'un discours assez dur. Et une pause, en fait, ça veut dire que s'ils continuent à monter, ils peuvent continuer à monter de 25 points de base par trimestre, qui est un rythme relativement normal. En fait, c'est juste qu'on a été habitué depuis un an à avoir des hausses beaucoup plus massives. Mais en fait, ils restent sur un risque haussier de taux. Et donc, je pense qu'ils peuvent se donner un mois pour voir notamment si l'activité dans les services ralentit vraiment ou si c'était juste... cet indicateur pour le mois de mai était juste un point. Ouais, un blip. Voilà. Ouais. Exactement, ce qui a été le cas en décembre dernier déjà. On s'est déjà fait surprendre en fait. Donc je pense qu'ils peuvent maintenant qu'ils ont... Et ce qu'il faut voir, c'est que la politique monétaire de la Fed, elle est restrictive en fait par rapport à toutes les estimations de taux neutres. Peut-être qu'il a augmenté depuis le Covid, qu'il est à 3,5 ou quelque chose comme ça. Mais même s'il est à 3,5, là, les taux sont à 5. On est déjà en territoire restrictif. Et ça se voit dans les chiffres de dépôt, dans les chiffres de croissance du crédit qui ralentissent beaucoup. Donc, je pense qu'ils peuvent se donner un peu de temps, se laisser un peu de temps, tout en sachant qu'il n'y a rien qui les empêchera en juillet de remonter les taux encore s'il faut. Ouais. On a le sentiment, alors vos commentaires sur l'idée d'une pause, Sébastien, qu'est-ce que ça vous inspire? Mais il y a quand même l'idée derrière, on l'a vu avec la Banque du Canada, la Banque d'Australie, qui ont tenté une pause pendant quelques meetings et qui sont obligés de repartir de l'avant en matière d'ajustement de politique monétaire. On rentre peut-être dans un monde où le risque monétaire sera toujours tilté un peu plus vers le restrictif que vers l'accommodation ou l'ultra-accommodation qu'on a pu connaître pendant un cycle relativement long. Un cycle long. C'est un équilibre très différent qui est pour nous en tout cas. C'est, clairement, alors après, moi je vois ça d'un angle pas macro, mais d'un angle plutôt micro. Et il y a une capacité des marchés financiers à vivre dans une bulle et
et être obnubilé par tous ces sujets-là, en sachant que les banques centrales qui ne veulent pas dire l'objectif inflation c'est 2% maximum, si c'est 3, c'est pas très... En réalité... déjà, le monde il a quand même structurellement changé là. Ouais. Les matières premières étaient abondantes et pas chères. On va se rendre compte qu'elles vont être ni abondantes ni pas chères. Donc le monde est en train de changer structurellement. Elle va être structurellement inflationniste. On parlait d'être 12 milliards en 2100. Quand vous regardez la démographie, ça va peut-être osciller. HSBC a dit moins de 5 milliards. Donc ça veut dire qu'en inflation... Il y a une gamme de scénarios sur la démographie, bien sûr. Il y a une gamme de scénarios très large, mais qui fait... Et surtout, on se rend dans une période où on parlera d'IA après, où il y a quand même beaucoup d'activités qui vont être structurellement déflationnistes, et d'autres qui vont l'être, mais alors pas du tout, ça sera l'inverse, sur une véritable inflation. Donc... où sera l'équilibre ? Où sera l'équilibre ? C'est abominablement compliqué d'imaginer ça. Tout ce qu'on sait en tant qu'investisseur, pour moi, c'est un peu du bruit. On sait qu'on est de toute façon, on est arrivé au bout d'une logique de hausse. Alors, est-ce que ça sera un taux cible à 0,25, même 0,50 près ? La réalité, c'est qu'on est plus loin on est assez proche de la fin. Donc, est-ce qu'il y aura un pivot ? Après, il y a les gens qui vous expliquent que ça rebaissera l'année prochaine. Ah oui. Il y a plein de trucs. Oui. Mais après... Et qu'on reviendra même peut-être à l'état ex-ante à un moment. Enfin, certains estiment qu'à horizon de 3 ans, peut-être que tout le débat qu'on a sur le régime inflationniste sera balayé. Ce qui est compliqué en tant qu'investisseur, donc micro, stock picking, c'est que... j'ai envie de vous dire tout ça, c'est intéressant, mais le sujet c'est les boîtes, mais en réalité non, parce que comme ça drive les flux de façon extraordinaire, les conséquences en tant qu'investisseur sont massives. Donc on ne peut pas, un investisseur aujourd'hui ne peut pas s'affranchir de ces sujets-là, malgré le fait que le sens aujourd'hui est donné et qu'il n'y a pas tellement de doute là-dessus. Oui, mais le plan micro est intéressant quand même, Sébastien. On l'a vu. Un peu plus d'inflation, c'est pas mauvais pour l'activité et les opérations des entreprises aujourd'hui. Trop d'inflation, alors tout ce qui est excessif, effectivement, à un moment peut être problématique, mais un peu plus d'inflation que ce qu'on a eu pendant 10 ou 15 ans, c'est pas forcément mauvais. La vraie incertitude pour moi aujourd'hui, c'est pas tant les taux cibles de la Fed et de la BCE, c'est pas ça du tout. Le vrai sujet, c'est on a eu des surprises positives dernièrement des publications des entreprises, principalement liées à des effets prix, avec des effets volumes qui, eux, se tassaient fortement. Donc ça, on l'a eu. Est-ce que ça va continuer sur le T2 ? Peut-être, mais en tout cas, probablement pas sur le H2. Donc on a la fin des effets prix, des effets volumes qui ont été pas bons. Ça, très clairement. La hausse des taux, la baisse de l'activité se faisait très, très clairement sentir. Et maintenant, en termes de marge, il y a beaucoup de questions sur les marges l'année prochaine. C'est-à-dire que cette inflation... Les boîtes ont réussi à les répercuter jusqu'à un certain point, mais si les volumes baissent, leur capacité à augmenter les prix, ça va être plus compliqué. Donc en termes de marge, suivant les secteurs, les scénarios vont être très différents. Et on voit qu'aujourd'hui, les entreprises sont revenues sur des pics de marge historiques. Ouais. Donc le vrai sujet dans les mois qui viennent pour l'investisseur, c'est qui va effectivement croître dans l'environnement économique qu'on va avoir, quelle est la capacité à protéger ses marges, à les faire croître, face à une augmentation des matières premières. Bon, là, on ne le voit pas, parce qu'on regarde les prix spot d'électricité, du gaz, c'est juste stupide, parce qu'on est revenu avant 2019. Dans l'environnement dans lequel on est, ça vous quand même poser des questions sur la réalité économique des prix spot aujourd'hui. C'est comme, ça laisse rêveur quand on est un peu extérieur à tout ça. Et donc ce sujet-là qui est un vrai sujet structurel pour les entreprises. Donc pour dans quel secteur on va investir à long terme, parce qu'il y a ce biais-là. Les ressources humaines, comment on va gérer ça. Donc il y a pas mal de sujets qui font que on est effectivement au début d'un nouveau cycle, mais dans des conditions globales tellement différentes de ce qu'on a connu pendant des années, que c'est tout un nouveau écosystème à faire, à comprendre et analyser. Ça rend le métier passionnant. Fatigant aussi. Fatigant. C'est la contrepartie. Passionnant, fatigant, ça va peut-être ensemble. Gilles, oui, c'est intéressant, effectivement. L'idée qu'on va arriver à un moment quand même où le pricing power va se réduire pour un certain nombre de secteurs, un certain nombre d'entreprises, avec le maintien d'un coût de l'argent, d'un loyer de l'argent, comme on dit, qui va rester quand même élevé pendant un certain temps. Probablement, mais
on peut anticiper en effet que certains secteurs soient plus pénalisés que d'autres. Pour le marché, en règle générale, nous, quand on apprécie un petit peu les grands équilibres, les taux, les perspectives, les résultats, les perspectives de résultats, mais pas seulement ces 3 éléments-là, une totalité de 17 éléments, et qu'on apprécie ça au niveau de toutes les entreprises cotées dans le monde, enfin de 95% de la capitalisation boursière mondiale. Nous, on traduit ça simplement par aujourd'hui 3,4 sur 10 sur le marché mondial des actions. Donc c'est en dessous de 5, mais 5, c'est 5 sur 10. Comme son nom l'indique, c'est une situation normale. Or, comme les marchés sur le long terme ont tendance à monter, donc il faut qu'on ait des ratings assez bas pour envoyer des signaux d'alerte généraux et génériques. 3-4 sur 10, c'est encore consistant avec une espérance de gain un peu positive. Mais qui n'est pas à 2 chiffres, qui a un seul chiffre. Hein, donc c'est pas très élevé. Oui. Et donc ça veut dire qu'on n'est pas loin du seuil où on pourrait passer de l'autre côté, sachant que tout ça c'est statistique. Hein, c'est pas 1-0, c'est pas précis, mais ça illustre un petit peu le niveau du marché. Alors, quelle est la dispersion que vous observez là, autour de ce 3,4 sur 10 ? À la fois géographique et sectorielle, et puis valeur, très très importante. Ça, c'est assez intéressant, à la fois en secteur et puis en thème aussi au global. En gros, les pays émergents ont de meilleurs ratings que la moyenne et tirent la moyenne du marché mondial vers le haut. Et les pays développés ont des ratings plus bas. Ça s'explique par des tas de phénomènes, dont la situation géopolitique, bien sûr, est assez importante. Et puis, en termes sectoriels, là, on a plutôt tendance à avoir des ratings sympathiques sur des valeurs plutôt défensives, à belle visibilité. Par opposition au secteur cyclique, mais ça encore, ce sont des généralités. Et si on veut regarder, si on rentre dans les thèmes, sans vouloir déflorer on en parle, de l'IA, oui. on a quand même des choses très intéressantes sur les valeurs non pas d'hyper-croissance, qui n'avaient aucun fondement, mais des vraies valeurs de croissance, y compris qui nous ouvrent vers le monde de demain et qui rendront le monde de demain possible. Ouais. Il y a des valeurs établies qui ont ce statut-là aujourd'hui. Alors qui ont le statut, oui, mais qui ont également pour nous des opportunités qui sont pas complètement reflétées dans leur cours. Hein, et ça, dans le domaine le plus pointu de la tech, constitué par l'IA, la cybersécurité et puis l'automatisation des processus, la robotisation pour simplifier, même si la robotisation, c'est pas que l'industrie, hein, c'est aussi les processus tertiaires et de services. Et c'est d'ailleurs là où on est le plus en retard, en l'occurrence. Là, il y a des choses très intéressantes et avec des ratings equity GPS très élevés et donc des espérances de gains très élevées. Donc ça c'est quelque chose qui est qui est extrêmement intéressant selon moi. Oui, ça montre la puissance quand même de ces thèmes-là et puis aujourd'hui. De la révolution industrielle et énergétique également, et notamment tout ce qui est lié à l'électrification. Il y a encore beaucoup de boîtes qui sont en fait traditionnelles, mais pour lesquelles le marché ne price insuffisamment à notre avis les perspectives de croissance que le marché lui-même donne. On sous-estime encore la portée de ces thèmes sur le moyen terme. Tout à fait. Ouais. On va y revenir, mais de manière un peu globale. Comment vous regardez effectivement, Xavier, la situation de marché? Bon, le S&P, le Nasdaq sont revenus sur leur sommet de l'été 2022. On nous dit que le S&P a repris même 20% et plus par rapport à ses points bas d'octobre 2022. Alors ça le met dans un groupe d'indices qui ont déjà récupéré ces 20% en Europe, notamment. Le Nikkei également doit être 20% au-delà de ses plus bas largement. Est-ce que c'est une situation technique dite de bull market à laquelle il faut s'attacher aujourd'hui, ou est-ce qu'on regarde, je ne sais pas, la volatilité des marchés actions qui n'arrête pas de s'écraser jusqu'à atteindre des niveaux
qui sont plus du tout des niveaux de pessimisme, pour dire les choses. Alors, ce qu'on observe, c'est vraiment une grosse remontée de l'appétit pour le risque, de façon générale, depuis 3-4 semaines, avec des grosses performances des marchés actions, alors pas tellement européens, parce qu'ils avaient très performé en début d'année, mais américains ou même asiatiques. Vraiment, et quand on regarde, alors moi je regarde surtout les enquêtes en fait auprès des investisseurs, où là on est à un plus haut depuis fin 2021. Donc avant les corrections des marchés en 2022, sur le positionnement donc, des asset managers ou des ratios put-call par exemple, on voit que là on est revenu à début 2022. D'accord. Et sur des indicateurs de prix, de primes de risque, on est revenu à l'été 2022. Donc on est assez topiche, et contrairement à ce qu'on connaît depuis début 2022, en fait, depuis le début de la correction des marchés, on ne peut pas dire maintenant que le positionnement est très défensif et donc que c'est déjà dans les cours. En soi, l'appétit pour le risque, il n'est pas à des niveaux extrêmes. Donc il y aurait encore un peu de potentiel de rebond si l'économie allait mieux. Mais c'est pas ce qu'on observe, parce que si on regarde les indicateurs PMI manufacturier, enfin le cycle industriel, ou les services même en Europe ou aux États-Unis, on voit quand même le ralentissement. Alors je sais que la récession vient plus tard qu'on pensait. C'est un ralentissement très lent. Oui. Mais quand même, ça va contre... Enfin, on a un appétit pour le risque qui vraiment accélère, là, depuis 2-3 semaines, alors que, au niveau banque centrale, on est à peu près bien pricé, mais niveau perspective économique, notamment pour 2024, les anticipations restent assez élevées, en fait, en termes de croissance du PIB ou de croissance des bénéfices. Donc ça, plus la liquidité qui va se réduire cet été, côté américain comme côté européen, je pense qu'on va avoir plus de volatilité cet été que ce qu'on a eu depuis le début de l'année. Est-ce qu'on arrive à un moment macro, Xavier, parce que c'est vrai que l'histoire quand même des, 6, 9, 12 derniers mois nous montre que les enquêtes, c'est très bien, le marché est friand d'enquêtes instantanées qui donnent des indicateurs un peu immédiats de l'activité, du sentiment, du moral, etc. Sauf que ces enquêtes, non seulement se trompent, mais se trompent avec des écarts parfois très importants par rapport à la réalité, Xavier, que ce soit moi j'ai des économistes qui m'ont dit PMI manufacturier, oubliez. Arrêtez de regarder le PMI manufacturier. La corrélation avec la réalité est tellement lâche aujourd'hui que ça ne sert plus à rien de regarder ces enquêtes. Alors, je suis pas d'accord. Non, mais est-ce que maintenant les enquêtes vont retrouver un peu de cette fiabilité ? Est-ce qu'on va retrouver une corrélation un peu plus soutenue entre ces enquêtes et la réalité des chiffres, les hard data ? Je pense que de plus en plus, on va retrouver les corrélations historiques parce qu'on s'éloigne du choc du Covid qui a été monstrueux et qui, selon les secteurs, a eu des impacts très différents. Il faut savoir que les enquêtes, c'est souvent des indicateurs de diffusion et donc on demande aux gens est-ce qu'ils sont plus ou zéro ou moins. Oui. Mais on n'a pas d'ampleur. Non. Et donc forcément, quand il y a des énormes variations, c'est pas des très bons indicateurs. Je suis d'accord. Puis les gens répondent moins aussi. Alors, il y a ce phénomène-là aussi. Il y a ce phénomène-là. Mais là, ce que je parlais pas tellement d'enquêtes sur l'économie ou tout ça, qui, c'est vrai, sont très éloignées, c'est des enquêtes auprès des investisseurs. Là, vraiment, leur positionnement, tout ça. Et c'est ces enquêtes-là qui sont restées assez dégradées, en fait, jusqu'à il y a 3-4 semaines, et qui, là, depuis 3-4 semaines, remontent. Et c'est cohérent avec ce qu'on voit avec les... au début, depuis le début de l'année, il y avait vraiment quelques secteurs qui performaient très bien, et les autres pas du tout. Depuis quelques semaines, il y a un rattrapage des secteurs qui avaient, ou des marchés, par exemple chinois, qui avaient été abandonnés depuis le début de l'année. Et donc c'est là qui me fait dire que l'appétit pour le risque, c'est un peu plus global je comprends. que des histoires. Ça se diffuse un peu plus. Voilà. Et alors la diffusion, on peut le voir côté positif en se disant, ça veut dire qu'il y a plus de participation dans l'ensemble du marché. Mais comme c'est un moment où les conditions macro, inflation, croissance, tout ça sont compliquées, moi j'ai plutôt tendance à dire dissonance, c'est là. plutôt une dissonance. Et donc l'élargissement du rallye, pour vous, c'est plus l'idée d'un épuisement que le fait que tout le monde vaille mieux. Ah non, mais moi je sais pas. Non, mais moi je me dis, on a beaucoup parlé de cette concentration de la performance sur quelques méga caps. C'est vrai que la semaine dernière, on a vu le Russell 2000 aux États-Unis. Mais c'était la première fois. Mais je sais bien. Là, tu prends le S&P, t'enlèves les GAFA, t'es à combien en pourcent ? Flat. Bah oui. Si tu prends le S&P équipondéré, t'es flat, voire négatif. Bien sûr. Donc en réalité, la performance, on est dans une période extraordinaire où la concentration de la performance n'a jamais été à ce point-là. Tu es aussi dans une période où tu as quelques secteurs qui sont au niveau relatif au plus haut historique et
une majorité de secteurs qui, en relatif, sont proches des plus bas historiques. C'est quoi l'enseignement, Sébastien? C'est fragile? C'est un marché fragile? Ou c'est un marché qui ne peut que s'élargir? Non, tu vis, on est en train de vivre la conséquence de MiFID, du fait qu'on a léché la bride sur les algorithmes et qu'aujourd'hui, l'essentiel de la gestion est passive. C'est pour ça que la volatilité est basse, parce que tout est corrélé. À partir du moment où tout est corrélé, que tu vas dans le même sens, la volatilité baisse. Et donc, tu as exclu de facto une quantité extraordinaire de sociétés qui représentent l'économie, mais qui ne sont pas représentées dans les marchés. Quand tu as aujourd'hui des valeurs industrielles, small mid, sur les small caps, sur 50 à 6 milliards, les small caps français, c'est à 6 milliards de décollecte. Tu as un CAC small aujourd'hui qui doit être à 2 ou 3%. Et que tu as des boîtes qui sont aujourd'hui des valeurs industrielles de qualité comme Trigano par exemple, qui se payent 5 fois les bits, qui est en croissance, qui est rentable, qui n'a pas de dette. Donc et tout le monde s'en moque. Donc tu te retrouves, nous sommes dans un marché momentum de flux, où tu as plein de secteurs qui sont sans momentum et sans flux, donc qui sont les passagers. C'est pas les passagers clandestins, c'est juste qu'ils sont ignorés par une quantité importante d'investisseurs. Il y a ce qu'on appelle le reality check. Mais le reality check arrive. Moi, on aurait pensé qu'il aurait pu arriver plus tôt. Il n'est pas encore arrivé. Il va arriver. Donc aujourd'hui, dire que le marché est cher, pour moi, est une ineptie, dans le sens, c'est quoi le marché? Oui. Est-ce que c'est 5 valeurs ou est-ce que c'est 495 autres? Donc, tu as ce sujet-là, en fait. C'est que tu te retrouves avec un thermomètre ou des thermomètres qui en fait, représentent pas la globalité du marché, parce qu'aujourd'hui, il n'y a plus rien qui représente la globalité du marché, en fait. Donc, c'est une période qui est étonnante, parce que tu as tout et son contraire qui se juxtaposent en même temps. Donc... C'est une fragilité ou pas, Gilles, cette concentration? Parce qu'encore une fois, la semaine dernière c'est une semaine, mais on a vu les actions chinoises tenter de rebondir. Vous disiez que les émergents étaient mieux notés chez vous que dans que les marchés développés. Le cuivre aussi. Le Russell, c'est intéressant. Et le Russell a surperformé le Nasdaq la semaine dernière. Pour la première fois, je sais pas, je regarde pas sur le quotidien, mais pour la première fois depuis on atteignait des écarts. Alors Russell 2000, c'est les 2000 sociétés américaines de taille moyenne qui font le tissu économique américain. Alors c'est difficile de répondre de façon globale. Nous on est bottom-up valeur par valeur, mais quand même il me semble que dans le monde la classe petite capi est en règle générale plus dépendante des banques, en règle générale plus risquée en termes de perspective et de bêta également, et de volatilité sur les marchés, et qu'en période de hausse des taux très forte, leur intérêt relatif se dégrade par rapport à d'autres. Mais on vient d'avoir, comme ça a été bien rappelé, une hausse des taux absolument massive de la part de banques centrales qui font pas si mal leur boulot. Alors, il est normal de les critiquer. Enfin, normal, tout le monde les critique et c'est la loi du sport à la fois d'être à partir du moment où on est un personnage public. Mais toujours est-il qu'elles ont monté les taux de façon assez sensible. Sans casser la machine encore aujourd'hui, dans un contexte très compliqué, parce que alors les bons rebonds liés au Covid et à l'hyperstimulation post-Covid font que le business cycle est difficile à prévoir et il est complètement déformé. Donc dans cet environnement-là, c'est globalement pas si mal. Donc des marges, les boîtes qui peuvent monter leurs marges ou les faire résister le plus possible, le mieux possible, c'est souvent des grandes boîtes. Ou alors c'est des petites boîtes, mais dans des niches extraordinaires. Et puis, il y a aussi un sujet de un peu faire rêver, peut-être, mais en tout cas, appréhender de façon pragmatique et réaliste les grands enjeux de la civilisationnelle qui sont devant nous. Et ça, les grosses boîtes ont quand même plus de moyens que les toutes petites boîtes. Donc c'est pas encore le moment du retour des small caps. Je ne pense pas. Non, c'est pas ce que j'ai dit. J'ai parlé de ce qui. J'ai essayé de donner un élément d'explication. Ce qui a pénalisé ce qui s'est passé. Mais là, ça dépendra beaucoup des taux d'intérêt et donc des perspectives d'inflation. Et en effet, on peut se demander si le gros de la pente de hausse des taux n'est pas derrière nous, clairement. Qu'est-ce qui manque? C'est quoi le déclencheur qui manque pour vous, Sébastien?
Puisque les fondamentaux de ces entreprises, moi je discute avec les gens small cap, ils me disent les fondamentaux sont intacts. Il se passe deux les choses. croissances sont là. Non, il se passe deux choses. Sur la période 2019-2022, avec le Covid, c'est une réalité que historiquement, les small cap croissent plus vite que les large cap. Oui. Et il y avait une surcote des small cap, notamment liée à ça. Sur la période 2019-2022, ça n'a pas été le cas. Entre le Covid, avec les éléments que vous mentionniez, et la hausse des matières premières et l'inflation, donc une capacité plus faible à réagir. Donc elles ont perdu leur prime et maintenant elles sont même en décote sur ces éléments-là. En réalité, quand on regarde aujourd'hui, c'est Odo qui a fait une étude sur le sujet et qui est passé à l'achat sur les small caps en disant ça va être pas vrai sur 2023-2024 où les small vont reprendre le leadership de la croissance en chiffre d'affaires et en EPS. Donc c'est leurs études, hein. Après, ça, c'est un premier point. Donc, il y a une inversion de ce côté-là. Deuxième point, ce que vous disiez sur la capacité des grosses boîtes à s'approprier les thèmes de demain. En marketing, oui, évidemment. En réalité, dans leur capacité à être pure play, évidemment que non. Ça, c'est les small et les mid. Ça a toujours été le cas, et ça sera encore plus le cas. Parce que si vous regardez historiquement les plus gros losers de l'industrie, ça a toujours été de large cap. Vous prenez France Télécom. France Télécom, en 2000, avait les réseaux, avait la base de données, avait les clients, avait tout. Ils en ont fait quoi? Ils auraient dû être Google, ils sont devenus rien. Enfin, j'exagère un petit peu, mais... Et donc, ça va toujours être comme ça. Croire une seconde que Renault et Stellantis vont devenir des data companies, comme ils le disent, c'est pas possible, c'est juste un problème d'ADN. Oui, mais en fait, ça, Sébastien, il y a eu Tesla, il y a eu Google pour le coup. Enfin, je veux dire, il y a eu des réussites quand même dans des groupes de taille mondiale sur ces sujets-là. Oui, mais c'était pas des acteurs existants. Tesla, c'était pas Volkswagen. Tesla s'est créé sur la voiture électrique. Oui. C'est ça mon point. Oui, c'est les vrais changements. Et le cas de Google, il est très bon parce que c'est pas ChatGPT qui a fait Google. Enfin, c'est pas Google qui a fait ChatGPT. Il n'y a pas eu d'évolution sur le search depuis 20 ans. Ouais. Pourquoi? Ils auraient été cons, ils avaient 80% de part de marché, et puis la vache à lait, elle marchait bien. Il a fallu que OpenAI arrive. Après, ils avaient tout ce qu'il fallait. C'est l'énorme différence par rapport à plein d'industries, par rapport à ce qui est passé plein de gens. C'est qu'aujourd'hui, il n'y a jamais eu autant d'argent dans des boîtes extraordinairement intelligentes. Donc leur leadership, c'est avant tout un leadership de vision. Et de cash parce qu'ils sont en ressources illimitées. Ouais. Mais on peut argumenter qu'à son époque, Orange est en ressources illimitées au même titre que Volkswagen est en ressources illimitées pour faire la voiture électrique. Il y a plein de choses. Il faut protéger sa base arrière, il faut se protéger de conseils d'administration qui sont frileux, et ainsi de suite. Et vous dites c'est pas évident parce que c'est vrai que ces boîtes leaders méga cap américaines, c'est pas évident qu'elles réussissent toutes le virage, la transformation, le passage. Mais les GAFA sont un truc totalement à part, parce que déjà, elles ont 30 ans à peine. Donc, c'est des boîtes qui sont encore avec une influence de leurs fondateurs, qui sont encore dedans. Donc, elles ne sont pas passées du côté plan-plan de la force, en fait. Ouais. Donc elles sont encore dans l'agilité. Elles sont encore dans l'agilité, même si, il y a eu des contre-exemples. Hein. Ouais. Il y a eu Yahoo, il y a eu plein de boîtes, AOL, des boîtes qui étaient les stars, qui sont devenues rien, parce que malheureusement, elles ont un déficit de management. Donc, pour revenir à la question, les valos, évidemment, l'inversion de momentum opérationnel, on est en train de le voir, et une façon de jouer des thématiques hyper précises au niveau européen sur la transition énergétique, sur la techno. Enfin, sur l'IA, on a Nvidia, tout le monde connaît Nvidia. En France, on a Calray. Calray, ça a gagné 25% au mois de mai. Ils font des DPU qui sont très bien pour le edge computing. Donc, pour l'IA, data center. Donc, on a des petites boîtes comme ça, sauf que ça fait 200 millions de capi. Tout le monde s'en moque parce que c'est pas gros. Ouais. Mais quand vous... Et des boîtes comme ça en Europe, sur la transition énergétique, entre des Alphen, des Fastned, tout ce genre de choses, ça existe. C'était très cher il y a 2 ans, il y a 3 ans. Ça a dirété beaucoup avec la hausse des taux. Donc aujourd'hui, vous avez des boîtes comme ça, dont le parcours est linéaire, qui ont dirété à juste titre aussi, hein, mais dont le modèle est aujourd'hui éprouvé, avec 3 ans d'expérience bonne, et beaucoup moins cher qu'avant. Donc c'est vraiment maintenant qu'il faut y aller. Hein. Bon, ça pose plein de questions, hein, mais c'est intéressant ce sujet large cap, small cap. Xavier, comment vous regardez ça? En tant que macroéconomiste, je regarde très différemment, et notamment, je pense qu'il y a tout un pan qui est lié à la politique et à la géopolitique. Oui. Moi, je suis positif sur les small cap européennes notamment, à cause du retour de l'État dans l'économie. Oh, mais ça, c'est jamais bon. Hein. Ah, mais si, au final, parce que... il va falloir s'y faire, peut-être. Un peu plus de protectionnisme, un peu plus de politique industrielle, ce qui était un gros mot en Europe depuis 30 ans. Ouais. Alors, il y a des erreurs, du coup.
Mais en même temps, il y a des entreprises qui font du cash. Il y a eu beaucoup pendant d'erreurs dans le passé. Bien sûr. Mais il y a des entreprises qui, du coup, fonctionnent bien grâce à ça. Pendant un certain temps, au moins. Il y a les secteurs stratégiques qui se développent. Et ça, c'est plein de petits pans de l'économie. Et ça doit pouvoir profiter au tissu. Normalement, au small cap. Alors, à court terme, sur les États-Unis, il y a une question, c'est la régulation des GAFA et des grosses entreprises. En théorie, ces entreprises, petit à petit, devraient être démantelées, ou en tout cas, leur poids politique rabaissé. Le seul problème, c'est qu'avec les tensions géopolitiques face à la Chine ou tout ça, c'est peut-être pas le bon moment pour les Américains d'affaiblir les gros. Donc ça leur permet sûrement de durer un peu plus longtemps que ce qu'il aurait fallu en termes de régulation et de compétition dans les marchés, tout ça. Mais en Europe, on en est très loin de ça, vu que ça fait 30 ans qu'on est contre les leaders européens. Et du coup, je pense que... On est pour la concurrence. Exact, mais ce qui est vrai. Et contre les leaders. Non, mais on dit jamais qu'on est contre les leaders. On dit qu'on est pour la concurrence. Mais du coup, on empêche la formation de leaders un peu de taille intermédiaire. C'est intéressant, et ça va être d'autant plus intéressant d'observer comment le ou les régulateurs clés vont s'emparer de la question de l'IA générative, avec l'exemple que vous avez cité des GAFAM, qui deviennent à un moment ou trop gros, ou trop stratégiques, ou trop importants pour être régulés de manière brutale dans le monde multipolaire, géopolitique, etc. Ah bah, bien sûr. En Europe, on est plutôt à essayer de pousser des petites entreprises pour justement pouvoir faire de la compétition. Oui, mais en fait, toute cette histoire de régulation se pose là où il y a un vrai sujet avec l'IA générative, c'est qu'aujourd'hui, déjà, ça va être en API partout. Donc, vous aurez du chat GPT partout et vous ne le saurez pas. Chat GPT ou Bard ou peu importe. Oui, bien sûr, oui. Ça, et c'est faire insulte aux entreprises, notamment au Capgemini, ainsi de suite, de croire qu'ils n'y étaient pas déjà. Ah oui. Il l'a dit, Emmanuel. Donc, évidemment qu'on y est. Quand Goldman vous fait un panier de l'IA, les winners et les losers de l'IA, et que Cap étant loser de l'IA et perd 8% le jour même, c'est un peu compliqué. Mais le sujet, le vrai sujet, c'est qui met les filtres. Donc comment on va réguler le fait où sont les filtres. Et ça, c'est parce que ça va vraiment avoir des conséquences sur la culture, entre guillemets, générale. Si on ne sait pas exactement ce qui est autorisé, ce qui n'est pas et ce qui est exclu, donc il faut que ça soit public. Et puis, évidemment, que d'une façon ou d'une autre, tout ce qui est produit par l'IA générative soit, entre guillemets, décrit comme produit par l'IA générative. Ça, c'est un énorme sujet sociétal majeur. Et ça, ce qui est compliqué, c'est que c'est pas les Européens, c'est pas de l'IA européenne. Donc ça aussi, c'est un aspect géopolitique qui est monstrueux. Mais l'Europe a les moyens quand même de fixer des régulations, justement. Parce que l'Europe, au final, l'UE, c'est une organisation de régulation. Bien sûr, c'est la puissance mondiale régulatrice. Et ça peut mettre des standards. On voit que quand on impose au niveau de l'Union européenne certains standards aux GAFAM, elles s'y conforment. Elles s'y conforment. Parce que c'est quand même le plus gros marché mondial. Bon, c'est quoi la note du thème IA générative, Gilles ? Quand on prend le thème lato sensu, donc en y incluant la cybersécurité qui me paraît être liée... Et robotique, vous disiez. Et puis le cloud et la robotique et l'automatisation qui me paraissent également quand même assez liés. Là, nous, on suit plus de 100 valeurs dans le monde, très directement impliquées dans ces thèmes. Et sur ces 100 valeurs, on en a 25. Donc la moyenne des ratings, pour répondre très précisément à la question, de ces 100 valeurs est un peu au-dessus de la moyenne des ratings du marché mondial. D'accord. Et pas seulement via la partie dynamique des perspectives des ratings, mais également les valos sont pas du tout en moyenne et au global. Donc le marché n'a pas encore forcément identifié tout le monde dans cette chaîne-là. Et dans ces 100 et quelques valeurs, on en a 25 qui ont un rating au-dessus de 7,5 sur 10. D'accord. Ce qui, pour ce type de boîtes qui ont en règle générale une intensité capitalistique faible, qui ont qui arrivent à se déployer, qui sont agiles, qui peuvent arriver à se déployer très très vite sur des segments de marché qui sont quand ils explosent, quand ils apparaissent en fait. Et c'est le sujet de l'IA générative, où on peut aussi l'appeler ce que je préfère, le langage statistique. Il n'y a plus d'intelligence, il n'y a plus d'artificialité. Les nouveaux modèles de langage large, c'est ça. Voilà, le langage statistique, là on comprend un petit peu mieux. Et du coup, un petit peu mieux ses applications et
Mais au global, à mon sens, l'absence de danger civilisationnel du sujet. Voilà. Sachant que l'intelligence artificielle large, elle, n'est pas du tout, c'est pas du tout dans les, c'est pas quelque chose qui peut arriver avant des scénarios. Oui, bon, je crois qu'il y a un consensus de tous les chercheurs en intelligence artificielle sur ce sujet. Donc, juste, tu vois, Kasparov IBM, c'est 1996. Oui. Ou 97. DeepMind et Lee Sedol, c'est 2016. Je me rappelle avoir lu 3 mois avant que ça arrive, les gens t'expliquaient que ça n'arriverait pas avant 5 ans. Ah ouais. 3 mois après, c'était fait. Et ce que tu sais, c'est que le DeepMind 2, qu'ils ont fait juste après, explosait le DeepMind de l'époque, tac. De façon. Donc il y a des effets de seuil aussi. Oui, c'est pas linéaire. Bien sûr. C'est absolument pas linéaire. C'est pour ça que c'est compliqué. Et surtout, on n'a jamais entre guillemets entraîné des modèles avec une capacité de calcul aussi forte sur des bases aussi fortes. Alors après, il y a aussi la question de la légalité. De l'entraînement et de tout ce qui se passe aussi. Ouais. Donc, oui, prudence, humilité. Donc il y a cette courbe exponentielle, je trouve, qui est toujours compliquée. Après, c'est vrai que l'intelligence globale, parce que le ChatGPT, il prend, ça c'est statistiquement, chaque lettre est calculée en fonction de celle d'avant. Donc il n'y a aucune... Alors que l'intelligence, c'est la vision globale. Donc, c'est pas une intelligence artificielle. Non, ouais. C'est pas, le terme est très mauvais, en fait. Moi, j'assimile ça peut-être à tort à une capacité d'automatisation de nouveaux processus. Alors, il y a des processus, en effet, transactionnels, commerciaux, de guidage sur les plateformes. C'est un fait. Et là, par contre, ça prend la place et ça fait beaucoup mieux et beaucoup moins cher que des acteurs existants. Qui sont connus sur la place, dont certains Français, mais en créant son marché également. Et puis, il y a aussi l'automatisation de tous les processus internes en fait aux entreprises, parce que un exemple, c'est Meta. Lors du dernier conf call de Meta, les analystes ont demandé au PDG si l'intelligence artificielle allait être utilisée en interne. Moins de réunionites, plus de savoir, un savoir plus constant, plus nourri collectivement, etc. Mais j'ai compris, moi, que chacun ou chaque entreprise allait avoir son IA, comme on a des intranets, etc. Microsoft ou d'autres vont développer des IA designées pour une entreprise qui vont pouvoir fonctionner avec les données de l'entreprise et en étant fermés Bien sûr, à l'extérieur. On appelait ça la documentation. Voilà. Oui. Sauf qu'il fallait du temps pour y aller, etc. Mais enfin, on a toujours eu besoin de données. Vous avez le rating d'NVIDIA en tête ou pas? Alors oui, bien sûr. Ça m'intéresse. 5 sur 10. Ah d'accord. Pile la moyenne. 5 sur 10. Et 5 sur 10 sur NVIDIA, depuis le début de la cotation boursière de NVIDIA, ça a correspondu à des performances sur le trimestre non annualisées au-dessus de 10% à horizon 3 mois. Et là encore, avec une dispersion autour. On l'a vu là, positivement récemment, parce que j'avais que 5 sur 10 avant l'annonce. D'accord. Et on a toujours 5 sur 10 après l'annonce. Ce qui est illustratif du fonctionnement en fait, des boîtes de forte croissance. En fait, oui, elles peuvent monter beaucoup, mais si on regarde que le prix, et puis un ou deux critères... c'était moins cher après l'annonce. Et paradoxalement, c'est pas beaucoup. Voilà. Bon, ça se paye beaucoup de fois le chiffre d'affaires, mais en PE, je crois que c'était moins cher après l'annonce. Effectivement, on regarde une nouvelle perspective. On n'observe pas pour l'instant de bulles comme au début des années 2000 ou tout ça, notamment parce qu'il y a des bénéfices déjà dans pas mal de ces entreprises-là et que la hausse qu'on a connue depuis le début de l'année, elle s'accompagne de vraies bonnes surprises en fait sur les perspectives, tout ça. Alors il y en a qui vont gagner, il y en a qui vont rester, il y en a qui resteront pas, mais globalement le thème paraît pas surjoué déjà. Moi, ce qui me pose plus question, c'est ceux qui vont perdre avec cette évolution-là. Et là aussi, on n'a pas l'impression qu'il y ait des grosses sanctions de façon générale parce que c'est difficile à identifier. Capgemini, ça baisse depuis 3 mois. Téléperformance, ça baisse depuis 3 mois. Il y a quand même un lien, visiblement, entre la montée du buzz IA et la baisse de ces cours de bourse. Très précise, Mais je pense que là, il y a encore du travail à faire dans raffiner les impacts que ça aura sur certains business models. C'est qu'une question de management.
Ou ça sera peut-être les profits plus généraux de l'économie si on considère que ces gains de productivité pourront nous ramener à des inflations moins élevées à terme. Sébastien, ça va être le cas de Téléperformance, c'est intéressant parce que Téléperformance, son métier depuis 30 ans, ça a toujours été constamment de faire plus pour le même prix pour les clients. Mais sauf que pour le même prix, ils faisaient plus. Mais ils ont fait encore d'autres choses grâce à la techno, ce qui fait qu'ils ont commencé à faire des trucs qui n'étaient pas pensables il y a 20 ou 30 ans auprès de leurs clients. Donc leur champ d'application a extraordinairement augmenté et leur marge, au fur et à mesure du temps, a aussi extraordinairement augmenté. Ça, c'était avant. Et en effet, ils ont été pris de plein de fouet par l'annonce de NVIDIA et puis d'autres annonces spécifiques. Oui, mais moi, je pense que le marché là-dessus, c'est des algos. Donc, on te dit que c'est loser de l'IA, puis après, on verra. Donc, moi, je pense que la réalité aussi, c'est que la réalité économique et industrielle des choses, elle met un peu de temps à se mettre en place. On m'a expliqué, c'était la loi d'Amara. On surestime dans les révolutions technologiques, on surestime l'impact à court terme et on sous-estime profondément les impacts moyen et long terme. En tout cas, celui-là, il ne faut pas le sous-estimer. Non, mais peut-être que le marché sous-estime effectivement l'apport de cette technologie pour un groupe comme Téléperformance aujourd'hui, en ne voyant que l'impact peut-être négatif. Mais faire confiance au management de qualité, il saura s'adapter. On s'arrêtera là pour ce soir, messieurs. Merci beaucoup d'avoir été les invités de Planète Marché. Sébastien Lalvé, la financière Arbevel, Xavier Chapard, la Banque Postale Asset Management et Gilles Bazissière, Equity GPS.